Le processus qu'on est en train de vivre aujourd'hui est beaucoup plus puissant, 1000 fois plus puissant, je dirais, et plus fondamental que la disparition de l'URSS. En fait, la disparition de l'URSS a été avant tout une humiliation pour la nation russe et l'a entraîné la désagrégation de son territoire et le rétrécissement de sa zone d'influence. Elle a aussi provoqué un déséquilibre dans la communauté internationale, étant donné qu'elle a supprimé le seul pays capable de faire contrepoids aux États-Unis et d'encadrer sa puissance. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine va au-delà d'un simple affrontement militaire. C'est très important de le comprendre. En fait, ce qui a commencé et ce qui a été envisagé au départ comme une espèce d'intervention humanitaire pour faire cesser les violations massives des droits de l'homme dont étaient victimes les habitants de l'Est de l'Ukraine à l'époque, a accéléré un processus qui signe la fin du monde occidentalocentrique, c'est-à-dire le monde qui existe à peu près depuis la Grèce antique. Je dis bien accéléré et non déclenché, puisque c'est un processus à la fois naturel, mais qui a aussi été accéléré par une succession d'erreurs de calcul de la part des Occidentaux. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit tout simplement que le roi Occident est nu, qu'il ne commande plus à travers la planète. Il a complètement échoué à imposer aux autres États sa volonté d'isoler la Russie. Il est obligé de quémander à genoux des ristournes sur les matières premières aux pays du Maghreb et du Golfe. La paupérisation est galopante. La dette est colossale. Sur le plan monétaire, l'opération russe a fait sauter le tabou qui était le commerce en monnaie nationale et non en dollars. Et sur le plan des valeurs, l'Occident s'est complètement décrédibilisé en tant que défenseur des droits de l'homme. Et si vous voulez, toutes ces gesticulations sous forme de sanctions, d'appels à créer un tribunal pour juger la Russie, de tout chahut-bahut médiatique, de faits grossiers, mais aussi de sérieuses querelles internes au sein du bloc occidental sont des spasmes d'agonie. Lisez la définition du mot agonie, c'est un état transitoire correspondant aux derniers instants de la vie et qui peut prendre l'apparence d'une lutte contre la mort lorsqu'il s'accompagne d'une agitation convulsive ou de réactions psychologiques telles que peur ou refus. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Quand je dis mort, j'entends en termes d'influence, en termes d'identité, une mort sociale. Cela semble vous réjouir. Je suis une diplomate, pas une sainte. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine se terminera bien un jour par un traité qui sera négocié. Quelle sera la base juridique de ce traité, vu que le droit international est aujourd'hui, malgré tout, assez mal en point? Le droit international moderne est le produit de l'évolution de la culture et de l'histoire essentiellement européenne, qui prend racine au XVIIe et XIXe siècle. Ses caractéristiques principales, les trois caractéristiques principales étaient les suivantes. Le droit international a été utilisé pour consacrer la distinction entre les États civilisés d'un côté et les peuples, communautés et nations non civilisés de l'autre. Les civilisés étant les États européens et les non civilisés le reste du monde. Et pour protéger et perpétuer cette distinction. Première chose. Deuxième chose, bien que les États européens ne niassent pas l'existence d'autres pays au-delà de leurs frontières, leur personnalité juridique ne pouvait pas être considérée comme égale à celle des États du monde civilisé européen. Et du point de vue des Européens, devenir civilisé, ça voulait dire devenir comme un État européen. Et in fine, la décision finale d'accorder ce statut revenait exclusivement aux États civilisés, entre guillemets, européens. Ce qui, dans la pratique, voulait dire que les États tels que la Chine, le Japon ou la Turquie ne pourraient jamais devenir civilisés, ne pourraient jamais appartenir à ce monde européen. Et troisième caractéristique, le droit international servait à justifier la légitimité de l'existence et de l'expansion des empires et de leurs possessions coloniales. Les concepts tels que souveraineté et civilisation se référaient exclusivement aux États européens et ces États étaient les seuls
à définir leur contenu, les critères, les standards de civilisation et de souveraineté. La souveraineté, par exemple, des colonies était hors de question. Et les relations entre les empires et leurs possessions coloniales étaient fondées sur le droit constitutionnel interne des empires. Et les relations entre les colonies n'étaient pas régies par le droit international. Donc, ainsi, le droit international de l'Europe et l'ordre juridique mondial fondé sur celui-ci visaient à garantir la suprématie de l'Europe sur le reste du monde. Arrive le XXe siècle, et au XXe siècle, les choses n'ont pas fondamentalement changé. En fait, l'idée de la suprématie et de la supériorité des États européens sur le reste du monde est restée intacte, bien que le centre de cette Europe se soit déplacé vers les États-Unis. Les positions de départ des grandes puissances lors de la création de l'ONU ont été différentes, d'où les divergences dans la compréhension du droit international et des articles de la Charte des Nations Unies. Par exemple, pensez-y, la France et la Grande-Bretagne ont travaillé sur les concepts d'égalité souveraine des États tout en restant des empires coloniaux. Pour l'URSS et la Chine, les normes impératives du droit international avaient cette signification progressiste qui sera ultérieurement consacrée dans la déclaration de 1970 sur les principes du droit international, tandis que pour la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les normes impératives du droit international signifient littéralement, comme la pratique ultérieure l'a montré, égalité souveraine entre leurs États, respect de bonne foi des obligations envers leurs États, non-recours à la force vis-à-vis de leurs États, non-ingérence dans leurs affaires intérieures, règlement pacifique des différends entre leurs États, etc. Donc ils ne reconnaissent pas les autres États comme leurs égaux. Et la légalité des actions de ces États-là, elle est jugée au travers du prisme du regard des États occidentaux avec à la tête les États-Unis d'Amérique. La consécration dans la Charte des Nations Unies des fondements de l'ordre juridique mondial n'a pas conduit à l'abolition de la politique et de la pratique de la dépendance coloniale, ni à l'interdiction de la guerre à grande échelle, ni à l'interdiction du recours à la force armée, ni à l'interdiction de la discrimination. Dans une mesure plus ou moins grande, toutes ces pratiques ont subsisté sous de nouvelles formes. Par exemple, la dépendance économique a remplacé le colonialisme classique. Les interventions militaires et le parrainage d'organisations terroristes a remplacé le recours à la force armée pour s'immiscer dans les affaires intérieures des États, etc. Et ces pratiques, cet état des choses, ne sont pas regardées comme défaillants, comme une défaillance du droit international, mais plutôt comme quelque chose de normal, puisque c'est exactement le contenu que les États occidentaux recherchaient dès le départ. Au concept d'ordre juridique universel, de communauté internationale, de valeurs et d'intérêts communs, se substituent les valeurs et les intérêts d'un petit groupe d'États. Et l'opposition à ces valeurs est considérée comme une menace pour l'humanité tout entière, pour le monde dans son ensemble. Les États occidentaux contournent les normes impératives du droit international en redéfinissant l'objectif, c'est-à-dire que on ne dit plus interdiction de recourir à la force armée, on dit lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. On ne dit plus interdiction de refuser au peuple le droit à l'autodétermination, on dit maintien de l'intégrité territoriale. On ne dit plus interdiction de s'immiscer dans les affaires internes des autres États, on dit responsabilité de protéger. Et le conflit en Ukraine fournit à l'envi les preuves de ce que j'avance. L'Occident trouve normal que l'Ukraine viole le droit international humanitaire. Bombardement de villes non protégées. Bombardement systématique. Minage à distance de villes et de villages avec des mines antipersonnelles interdites. Utilisation de la force armée contre des civils. Déploiement de postes de tir et d'armes lourdes dans des quartiers résidentiels. Utilisation extensive et ouverte de mercenaires venus du monde entier. Utilisation de la force armée sur des sites nucléaires.
torture et meurtre de prisonniers de guerre et de civils. L'Occident soutient et facilite des actes de terrorisme d'État comme la destruction de Nord Stream. L'Occident ferme les yeux sur la justification du nazisme, la glorification des criminels nazis et de leurs sbires impliqués dans le nettoyage ethnique des Russes, des Polonais, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la destruction de fosses communes dans les pays baltes, la glorification des criminels et des pratiques des bataillons nationalistes opérant en Ukraine. L'Occident ne trouve rien à redire sur les violations des droits de l'homme. Par exemple, la persécution des dissidents dans les territoires occupés par l'Ukraine, c'est-à-dire la répression contre son ancienne population, l'assassinat des politiques et de journalistes, l'ukrainisation forcée des populations de ces régions, et ça s'applique à toutes les nationalités, la négligence totale pendant 8 ans des droits de l'homme et des libertés fondamentales des habitants des républiques de Donetsk et de Lugansk, par exemple liberté de parole, droit à la vie, accès à l'information, liberté d'expression, liberté de conscience, utilisation de la langue maternelle, etc. Tous ces actes, comme ils constituent une violation systématique et généralisée des fondements, des normes fondamentales du droit international, créent une obligation pour tous les États, en fait, une obligation qu'on appelle en droit international une obligation erga omnes, c'est-à-dire une obligation due à l'égard de tous, de contrer ces violations et de traduire leurs auteurs devant la justice. Et non seulement les États occidentaux ne le font pas, donc ils négligent cette obligation, mais ils pensent même à créer un tribunal international censé traduire en justice les responsables russes qui ont pris de leur côté des mesures pour faire cesser ces violations. Et cette conduite qui consiste à soutenir un régime criminel, à encourager des crimes internationaux et à ignorer des obligations erga omnes, elle n'est pas illégale du point de vue des pays occidentaux, sachant que ils ont une perception particulière du droit international qu'ils ont hérité de l'époque des empires et des colonies. Comme ces violations ne sont pas commises à l'encontre de leurs États, aucune réaction s'en pose. Et dans cette configuration, le danger, la menace, ne peut provenir que de la Russie et de son obstination de n'en faire qu'à sa tête. Ah, donc le droit international serait une chimère, il n'a pas d'avenir ? Non, je n'ai pas dit ça. En fait, comme les actes des États-Unis et des pays occidentaux sont clairement en contradiction avec le contenu littéral du droit international, un nouveau concept a été inventé qui s'appelle l'ordre fondé sur des règles, c'est-à-dire un ensemble de règles et de principes de nature et de caractère non juridique qui a pour vocation de justifier les actes des États exclusivement occidentaux. Et au sein d'un groupe d'États restreint, l'ordre fondé sur des règles est perçu comme un régulateur nécessaire, raisonnable et opportun des rapports internationaux. Mais dès qu'il s'agit d'éteindre son action aux États en dehors de ce groupe, c'est là que les problèmes commencent, c'est là que ça donne lieu à des conflits. Et donc il y a 2 groupes d'États et 2 approches vis-à-vis de l'ordre juridique mondial. Le premier qui reconnaît, qui admet l'existence de l'ordre fondé sur des règles et s'y soumet, et l'autre qui le nie, ou pour le moins qui refuse de se l'approprier parce qu'il tient au respect rigoureux des normes fondamentales du droit international. Donc 2 systèmes parallèles et distincts du droit international se sont formés, ayant pour seule source la charte des Nations Unies, sauf qu'elle est différente dans son interprétation. Et l'évolution la plus probable du droit international sera vers un esprit de bloc. C'est-à-dire que la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et de nombreux autres pays reconnaîtront comme contraignants et respecteront rigoureusement les droits et obligations découlant du droit international existant et coopéreront dans un esprit d'égalité. Et il y aura les pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, qui s'en tiendront
au droit international dans leur perception, c'est-à-dire sous forme d'un ordre fondé sur des règles qui déforment à la fois les idées fondamentales de la Charte des Nations Unies et les principes impératifs du droit. C'est une description assez abyssale et inquiétante. Comment, dans ce cas-là, dans ces conditions, pourront s'organiser les échanges entre ces deux systèmes ? En fait, il n'y a pas de quoi se réjouir, mais ce n'est pas non plus une tragédie. Ces deux blocs pourront parfaitement cohabiter. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font dans la pratique depuis longtemps. Et outre ces deux blocs, il y aura aussi un corps de normes communes, universelles, à la fois en termes de formation, d'interprétation et de respect par tous les membres de la communauté internationale. Je pense notamment aux normes relevant du droit diplomatique et consulaire. Alors, il y a un sujet du moment, en ce moment, dont on parle beaucoup. C'est une entité en particulier, justement, qui fait beaucoup parler d'elle depuis le début du conflit en Ukraine, beaucoup plus depuis quelques semaines. C'est le groupe Wagner. Alors, dans notre précédent entretien, puisque je l'ai revisionné à nouveau pour préparer celui-ci, vous-même avez rappelé pourtant que le mercenariat était illégal au regard du droit international, vous qui êtes une juriste de formation. Comment la Russie justifie-t-elle le recours à ce groupe dans le cadre du conflit ? Ben oui, mais les Wagner ne sont pas des mercenaires. Légalement, ce serait plutôt un corps de volontaires, si vous voulez. Je vous explique. Un mercenaire, c'est un individu qui s'engage à combattre dans des forces armées d'un État belligérant, dont il n'est pas le ressortissant, très important, dans le but d'obtenir un profit personnel, notamment d'ordre financier. Donc pour faire simple, un mercenaire, c'est quelqu'un, un étranger, qui n'a pour unique objectif que de se faire du pognon. Et en l'occurrence, avec les Wagner, il s'agit de Russes qui se sont organisés pour combattre pour la Russie, pour défendre la Russie, qui ne sont même pas payés par l'État parce que leur financement est privé, et qui affichent clairement pour seul objectif la victoire de la Russie dans ce conflit. Vous n'allez quand même pas reprocher à des Russes de combattre pour la Russie. Les corps de volontaires sont parfaitement reconnus par le droit international humanitaire. Ils bénéficient de sa protection, contrairement aux mercenaires, puisque le mercenariat est regardé comme un crime. Et les étrangers qui combattent en Ukraine sont des mercenaires. Et contrairement à la Russie, l'Ukraine a ratifié la convention contre le mercenariat de 89, je crois. Mais comme dit mon personnage préféré littéraire, Ostap Bender, au point où nous en sommes, et vu toutes les violations commises par les Ukrainiens au cours de ce conflit, le fait d'employer des mercenaires à l'apparence d'un innocent jeu d'enfant à la souris. Vous savez, il y a un mot qui n'appartient pas au vocabulaire des mercenaires, c'est le mot sacrifice. Et en décembre dernier, les forces armées ukrainiennes ont tenté une percée blindée près de Kleshchiivka, ce qui constituait une menace sérieuse de perdre les positions précédemment prises par les Wagner. Et donc le commandant d'une des escouades d'assaut a redirigé l'équipage d'un Su-24M vers une colonne blindée ennemie pour la frapper. Et pour effectuer l'attaque, l'équipage a dû franchir la ligne de front de plusieurs kilomètres, la ligne de contact de plusieurs kilomètres. Et en faisant un tour, en faisant un mouvement d'attaque, l'avion a été touché, l'appareil a été touché par un système portatif de défense antiaérienne. Et au lieu d'essayer de se catapulter et de laisser l'avion s'écraser quelque part, l'équipage a pris la décision de diriger l'appareil en flammes sur la colonne blindée de l'ennemi. Donc ils ont fait un bélier enflammé. Ils se sont sacrifiés pour contrecarrer une percée blindée de l'ennemi. Et ce faisant, ils ont reproduit l'exploit légendaire de Nicolas Gastello, c'est un pilote militaire soviétique, dont l'avion a été touché par un obus allemand en été 41 et qui a fait pareil, un bélier enflammé, a foncé tout droit
avec son appareil en flammes sur une colonne mécanisée allemande. Et tout l'équipage a été tué. Vous dites que les intérêts de la France ne se heurtent pas avec les intérêts de la Russie. Pourtant, il y a un point, en tout cas moi, qui me tient à cœur, sur lequel c'est clairement le cas, c'est le cas en Afrique. On a quitté le Mali, dans le Burkina Faso, on est quasiment exclu. Il s'avère qu'on est à chaque fois remplacé par le groupe Wagner. Et même pour aller plus loin, il y a une certaine, en tout cas dans la presse russe en Afrique, il y a une certaine haine de la France, une logique anticolonialiste française qui est propagée et qui vient même nous atteindre, comment dire, dans nos banlieues françaises, et même parmi les gens qui sont plutôt proches, en tout cas qui ont cette vision d'intérêt convergent entre la France et la Russie, cet élément-là peut les déranger. J'ai dit que nos intérêts ne se heurtaient pas dramatiquement, et je le pense. Se heurter dramatiquement sous-entend que la satisfaction des uns crée une menace vitale pour les autres. C'est comme dans cette prophétie dans Harry Potter à propos de lui et de Voldemort. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Je vous assure que notre situation commune en Afrique est très, très, très loin d'être si critique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si c'est aujourd'hui que vous découvrez notre présence en Afrique, vous avez 90 ans de retard. Notre rapprochement s'est opéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le terrain de notre soutien actif au mouvement décolonial. Je vous épargne le coup du soutien désintéressé, vous ne me croirez pas et vous aurez bien raison. Évidemment que dans le contexte de l'affrontement idéologique entre l'URSS et l'Amérique, l'Afrique était un enjeu, mais n'empêche que par rapport aux politiques africaines occidentales, la nôtre avait l'avantage d'être débarrassée de tout passif et de tout préjugé et de se construire sur des bases saines. Et nous avons donc pesé de notre poids de grande puissance pour faire accepter la consécration dans la Charte des Nations Unies des principes d'autodétermination, d'égalité souveraine et de non-discrimination. Et c'est encore sous notre impulsion qu'a été adoptée la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux pays coloniaux, en dépit de l'opposition des puissances coloniales comme la France qui considérait que les colonies n'étaient pas prêtes pour l'indépendance. Et ces déclarations a proclamé que tout colonialisme, toutes les ségrégations, toutes les discriminations devaient prendre fin. Et elle a donné un puissant élan au mouvement de libération partout dans le monde et notamment en Afrique. L'URSS et les pays du bloc communiste saisissaient toutes les occasions pour défendre dans les instances internationales les intérêts, les souhaits légitimes des combattants contre le colonialisme. C'est pour ce qui est du volet politico-légal de notre politique africaine. Maintenant, le volet idéologico-culturel. L'URSS et les pays dans l'orbite de l'influence soviétique ont engagé un vaste réseau d'universités à offrir des bourses d'études et des exemptions des frais de scolarité aux étudiants africains qui venaient se former chez nous au métier d'ingénieur, de médecin, apprendre la langue pour ensuite mettre ces compétences au service de leur pays d'origine.